Sabine & Co, le podcast de la superviseure et coach Sabine Henrich-Fraise. Sabine Henrich-Fraise, bonjour. Bonjour David. Alors, bienvenue aux auditrices et aux auditeurs pour ce nouvel épisode de la saison 2 de ta série Sabine & Co. Et aujourd'hui, nous allons mettre les auditrices et les auditeurs dans la confidence puisqu'il s'agit de secrets. Alors, est-ce que tu aurais une scène un petit peu inaugurale pour ouvrir notre conversation ? Oui, alors je pense tout le monde a été touché par un secret, soit parce que nous l'avons reçu, soit nous l'avons confié. Je pense que le secret fait partie des relations humaines. Donc j'ai plusieurs petites scènes juste pour donner l'idée que c'est au quotidien. Donc la première, par exemple, je suis dans le café à côté et proche de moi, il y a deux amis qui discutent. Il y a une amie qui dit à l'autre, tu sais, en fait, je suis vraiment malade. J'ai un truc, je sais pas en parler, mais surtout, tu le dis pas à nos amis. Je te le dis, je peux même pas te dire vraiment ce que c'est, j'arrive pas encore, mais surtout, tu dis ça à personne parce que je veux pas qu'on me pose des questions. Moi, j'ai regardé juste avec un regard un peu furtif à côté et je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être lourd de se dire, je peux même pas dire ce que j'ai et je demande en plus à mon ami de pas parler à mes autres amis. Donc ça, c'est une première scène. Je me suis vue dire à des collègues, je te partage cette information sur le client, mais surtout garde-le confidentiel, même si la personne est obligée d'animer ensuite à ma place. Donc, je l'ai pas forcément mis dans une situation agréable. Et puis, en préparant ce podcast, j'ai pensé aussi à quelque chose de très réel qui m'est revenu. Quand j'avais 16 à 18 ans, à peu près 19 ans, nous faisions tous les vacances sur mon île dans le nord à Juste et nous étions dans une pension. Donc, mes parents, ils avaient une chambre et moi, j'avais une chambre avec mon frère. Et en fait, moi, ce que je faisais à peu près tous les soirs, je partais via les fenêtres, je passais les toits pour sortir dans la rue et en fait finir la fête et revenir vers 1 ou 2 heures. Mon frère était obligé de fermer la porte et de faire semblant de dormir si jamais mes parents frappaient à la porte, qui était le grand danger. Et nous avons discuté récemment de ce moment-là. Ça a duré des années. Donc pendant des années, mon frère en fait m'a couvert, n'a rien dit et quand nous avons eu à peu près 45 ans, nous avons dit il est temps de l'expliquer quand même à nos parents et nous avons révélé une forme de secret qu'on avait tous les deux et j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de gratitude et de respect pour mon frère qui pendant des années a gardé ce secret-là qu'il a jamais dévoilé. Donc tout ça c'est à la base de nos réflexions d'aujourd'hui parce que les questions que moi j'ai eues c'est comment il a fait pour garder le secret, comment il a souffert ou pas souffert parce qu'il a dû avoir peur tous les soirs que mes parents frappent à la porte et que c'est à lui de trouver une sorte d'excuse. J'ai jamais vraiment discuté avec lui non plus si ce n'est que très récemment, parce qu'en fait, de temps en temps, il me disait, mais quand même, tu te rappelles juste ou chaque soir, et car il me le disait souvent, je me suis dit, c'était quand même un peu plus lourd à garder, mais bon, c'est des secrets entre frères et sœurs, voilà, qui se protègent contre les parents parce que il fallait que je sorte pour faire la fête. Donc, je dirais, c'est des petites situations comme ça. Je suis absolument persuadée que tu en as des scènes comme ça et que tout le monde qui nous écoute, si vous voulez vraiment profiter de ce podcast, rappelez-vous à un moment où quelqu'un vous a confié un secret ou où vous avez donné un secret. Si ça jamais arrivé, c'est tant mieux, mais ça sera peut-être plus intéressant de prendre une petite seconde pour se rappeler d'une situation et ensuite continuer à écouter ce que nous partageons. Et toi alors ? Alors moi, il se trouve que je me souviens bien, quand j'étais ado, j'écrivais les lettres d'amour de mes potes. Et donc évidemment, je devais garder le secret sur l'auteur réel de la lettre ou des lettres. Et j'ai fait ça aussi 20 ans après ou 25 ans après en écrivant des SMS ou des emails d'amour, toujours aux potes, mais c'était pas les mêmes. Et c'était drôle parce que c'est comme si la technique changeait, mais le procédé était toujours le même. Je me souviens d'Anne, une amie en particulier qui s'appelle Anne, qui était très amoureuse d'une femme et qui voulait absolument lui écrire, mais elle me disait, mais je trouve pas les mots. Et elle m'en parlait, mais elle m'a parlé très très bien. Du coup, j'ai écrit le SMS d'amour qui a fait qu'elles ont eu une relation amoureuse qui a été passionnelle et la rupture a été passionnelle. Et donc, elle m'avait demandé de garder le secret parce qu'évidemment, je connaissais les deux, sinon c'est pas drôle. Et ce qui était très très drôle, c'est qu'au moment où la rupture a été consommée, à un moment donné un peu paroxysmique de cette rupture, Anne, mon amie Anne, lui a dit « Tu te souviens du SMS d'amour qui était à l'origine de notre histoire ?» Eh ben, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, elle a révélé le secret. Moi, j'ai jamais rien dit, mais pour peut-être un peu montrer son agacement, sa colère, elle lui a dit que le SMS qui était à l'origine de leur histoire n'était pas d'elle. Oh là là, dur pour la personne qui reçoit cette vérité. Bah oui.
Pas facile, hein? Pas facile. C'était assez intéressant aussi, je trouve, le détenteur du secret, on va en parler, il peut être parfois gêné du secret, de la confidence, il peut être aussi parfois amusé. Mmh. Tu vois, là, en l'occurrence, de prêter les mots à mon amie pour qu'elle puisse vivre son histoire intensément, c'était assez amusant, en fait. D'imaginer d'être à sa place, alors je ne l'étais pas, pour amorcer une histoire que je n'ai pas vécue. Je l'ai comme vécue par procuration, en fait, tu vois. C'est ça. En fait, je découvre en toi une sorte de dame de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac qui sommeille en toi, et de pouvoir faire les discours, les SMS, les lettres d'amour pour d'autres, ça, je trouve ça te va bien. Sauf que Cyrano, il est amoureux. Il est Oui, c'est amoureux. vrai. Alors que moi, j'étais pas spécialement amoureux des personnes et parfois, je les ai même pas rencontrées. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire ton art, c'est encore plus profond que l'art de Cyrano. Alors, ça te fait quoi quand tu reçois un secret? Parce que j'imagine dans ta manière d'être, plus dans ta profession, coach comme moi, superviseur comme moi, tu dois en recevoir. Eh bien, alors dans le cadre de ma profession, donc coach, superviseur et thérapeute, c'est pas toujours agréable en fait, je trouve. De temps en temps, ça me met à un endroit un petit peu d'inconfort. Ça dépend de la nature du secret. Il y a des secrets confiés par nos clients qui sont d'ordre intime, qu'ils ont besoin de partager parce qu'ils ont besoin peut-être de renforcer l'alliance, de se sentir compris à l'endroit de la vulnérabilité exprimée par le secret, par exemple. Mais on a tous connu, me semble-t-il, des secrets qui sont désajustés. Comme par exemple le RH qui t'appelle et qui te dit « j'ai oublié de vous dire, bon ça reste entre nous, moi, en général j'arrête là, mais si j'ai pas la présence d'esprit d'arrêter, je suis embringué dans un secret qui me plaît pas, c'est par exemple votre client quoi qu'il arrive, l'issue du coaching changera pas la situation, il va être viré ». Ça c'est des secrets que je ne peux pas garder de toute façon en tant que professionnel parce que ça crée une vraie tension en fait. Ouais. Voire c'est peut-être même pas un secret. En l'écoutant, c'est presque un petit jeu de manipulation. Exactement. Et les RH se sert de cette intimité, de cette relation de confidentialité pour te mettre en fait dans une situation Quasi impossible. pas Hein. quasi impossible. Mm. Donc presque à t'empêcher de réussir. Donc ça, c'est des secrets qui sont peut-être utilisés comme une manière d'influencer. Un moyen de pression. Après, ça peut être conscient ou inconscient, mais bon, ça c'est un autre sujet, et ça c'est à travailler en supervision évidemment. Mais le secret, c'est aussi une marque de confiance. Donc, quand un client, je dirais, me confie un secret, mon premier réflexe, c'est évidemment d'être honoré de la confiance qu'il ou elle me témoigne en me partageant son secret. Mais moi, je me suis toujours dit, celui ou celle qui confie un secret devrait se poser la question et devrait poser la question au dépositaire du secret. Est-ce que tu es OK d'être dépositaire de ce secret et est-ce que tu es digne de ce secret, c'est-à-dire est-ce que tu t'engages à garder le secret absolu sur ce que je vais te révéler. Oui. Voilà. Et celui qui le reçoit ou celle qui le reçoit devrait se poser la question, est-ce que j'ai envie de le recevoir? Ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin, sachant que rarement les gens prennent cette Jamais. cette habitude de prévenir. En fait, ce que je vois souvent, au début, on est dans un échange un peu normal et d'un seul coup, quelqu'un me dit « Sabine, j'ai à te dire ». Et en fait, comme je suis dans l'échange, je reçois et en fait, souvent, je constate 5 heures plus tard qu'en fait, on m'a confié un secret et que je suis en train de dire « Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit ?» Et en plus, elle m'a dit « Je peux pas en parler ». Mais moi, j'ai souvent l'esprit tardif pour ce genre de choses parce qu'en fait, je me rends pas compte immédiatement, mais quelques heures plus tard, je dis mais qu'est-ce que je vais faire avec cette information? Et du coup, je suis habitée avec cette information, ce secret, et souvent, je sais pas quoi en faire, mais à la base, je respecte les principes de fond et j'en parle pas. L'idée peut-être à ce moment-là, c'est de se dire que le décalage un peu temporel, il est lié aussi à l'alliance qu'il y a avec ta cliente. Et voilà, tu reçois dans le flux l'information sans conscientiser tout de suite que c'est un secret, mais ça montre bien que le contrat à passer entre celui ou celle qui est auteur du secret et celui ou celle qui sera dépositaire, il est intéressant quand même pour pouvoir honorer l'importance de l'information partagée. Oui, c'est ça. On le fait pas et c'est dommage. Bah, c'est dommage. En tout cas, dans notre profession, on a tout intérêt à se poser quelques questions. Là, c'était pas un client qui m'a confié son secret, c'était une amie lors d'un partage d'un dîner. Donc, en fait, j'étais encore moins prête, moins en posture, comme on dit, de recevoir. C'était un échange. Donc, ça peut être, je me suis même demandé, est-ce qu'on peut avoir la sensation de se faire avoir quand quelqu'un nous choisit?
pour nous partager un secret. De l'autre côté, je me suis dit aussi, peut-être c'est même pas le contenu du secret qui est important. Relationnellement, l'autre me dit quand même, je t'ai choisi. Et je te fais confiance. Et je te fais confiance. Et je crois que tu en parleras pas. Donc, ça montre quand même que l'autre nous honore aussi au moment où il nous passe un secret, indépendamment des conséquences de ce que c'est ou de comment je le vis. Mais à la base, c'est peut-être aussi à reconnaître quelqu'un qui ose nous partager un secret. C'est que, comme tu disais si bien, il pense que nous sommes dignes de confiance, que notre secret est bien gardé. Et en fait, ça permet de passer une charge d'une certaine manière. Hein. Donc, parfois, ça m'est arrivé dans les cercles d'amis. Alors, ils appellent tous Sabine fait sa coach, mais je peux faire ça aussi dans les équipes, qui est partager un petit secret à quelqu'un. Et en fait, ça change complètement l'ambiance. Et comme c'est des petits secrets, parfois des secrets amusants, ça crée une ambiance de confiance différente. Ça ouvre les portes. Ça change complètement la fréquence relationnelle, comme je dis souvent, parce qu'en fait, c'est comme si l'invisible, l'inaudible, l'inédit, en fait, trouve une place dans une conversation et ça peut complètement changer la discussion d'un soir. Ça peut créer de la connivence, ça c'est Oui. certain. Ça peut créer aussi, effectivement, on l'a dit, de la confiance. Et puis ça peut permettre, en effet, tu le disais, de décharger le poids du secret pour Oui. celui ou celle qui le confie. C'est-à-dire, au fond, porter à deux ce secret, c'est un petit peu moins difficile que de le porter tout seul. Ça dépend de la nature du secret. Moi, je suis aussi à l'endroit que le secret peut être une prise d'otage. C'est-à-dire qu'il y a des secrets tellement lourds qu'une fois qu'ils sont partagés, ils changent définitivement la relation. Le secret est tellement intense et tellement profond, tellement, je dirais, grave, qu'il y a des moments où ça met une forme de profondeur et de gravité dans le lien parce que ça permet d'être en conscience l'un et l'autre d'un vécu de celui ou celle qui s'est confié. Oui, il y a des secrets lourds et je pense que les secrets lourds, que ça soit autour de la violence, autour de harcèlement, autour de tout un tas de secrets comme ça, c'est un domaine bien particulier où il y a des règles bien particulières parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet environnement-là et nous savons tous que parfois, en fait, gardant des secrets augmente la honte. Donc, je pense que parfois, les gens, ils ont tous besoin aussi de partager un secret, peut-être moins lourd si on prend les secrets du quotidien, pour maintenir la dynamique relationnelle et pour pas tourner dans une question de culpabilité et de honte. Parce que tant que je l'ai pas partagé, je suis face moi-même à ce secret-là, à ce vécu-là, à cette information-là. Et peut-être par moment, la seule manière pour nous libérer un peu, pour en fait nous détendre un tout petit peu et pas rester dans la spirale permanente, il est important de le confier. D'ailleurs, juste une autre idée qui me vient, peut-être même l'histoire du secret, c'est une sorte de moment de gestation. Peut-être le secret est le temps dont nous avons besoin pour nous rendre capables de le partager. Plus largement. Plus largement. Peut-être ça prend du temps parce qu'il faut qu'on puisse l'articuler, qu'on puisse le conscientiser, pour qu'on puisse passer du temps avec. Et à un moment, peut-être nous sommes prêts à le confier, à le partager, mais ce temps avant était nécessaire pour que nous puissions déjà être capables, tout simplement, de le transformer et de le partager. C'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'au fond, le fait de confier un secret potentiellement lourd ou impliquant peut être un moyen de modéliser, de répéter avec une personne que je choisis de manière discriminée, c'est-à-dire cette personne parce que je sens qu'elle est capable d'entendre aussi. Oui. Il faut être capable d'entendre le secret quand il est lourd, de l'accueillir, de le respecter et de le préserver. Et c'est peut-être une répétition générale avant la possibilité de le dire plus largement à sa famille, à ses amis ou plus globalement à tout le monde au fond. Oui, et ça c'est super intéressant parce que en fait, ce qui se passe à ce moment-là, si on prend cette hypothèse-là, je pense que la personne qui confie le secret teste les réactions et les conséquences du fait qu'elle dévoile quelque chose. Donc, ce qui veut dire aussi qu'en nous recevant un secret, c'est intéressant comment nous réagissons. Est-ce que nous disons merci? Est-ce que nous discutons? Est-ce que c'est oui, mais enfin, c'est pas si grave que ça, tu peux le dire à tout le monde? Parce que fondamentalement, ce qui est un secret pour quelqu'un peut être une information à partager facilement pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça veut dire je rentre dans le monde de l'autre qui considère que c'est un secret et tout va se jouer aussi sur ma capacité à recevoir le secret. Et c'est peut-être ça qui est intéressant parce que parfois c'est quand même une telle preuve de confiance et en même temps
un poids qui change d'épaule, comment en fait nous réagissons vraiment quand nous recevons. En effet, je pense qu'il faudrait presque une formation pour bien recevoir un secret, c'est-à-dire écouter et ne pas forcément réagir ou juger le secret, être capable d'écouter sans poser de questions. Si on a des questions, ne pas être dans une curiosité malsaine, mais dans peut-être une clarification de ce qui a été dit pour bien comprendre, etc. C'est pas si évident que ça, de bien recevoir un secret. Non, c'est vraiment pas évident et C'est un boulot. c'est un boulot et en fait, à chaque fois, comme nous parlons des scènes ou du quotidien, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de secrets qui circulent, beaucoup plus de personnes qui sont très fières d'avoir des secrets, qui disent moi je sais, mais je peux pas en parler. C'est presque du style moi je suis dans la confidence et Oui. les autres pas. Mais c'est vraiment intéressant pour aussi regarder un peu ce que disent les thérapeutes aussi du secret. Donc j'ai regardé quelqu'un que j'adore qui est Erwin Yalom, qui est quand même un grand thérapeute relationnel et existentialiste. Et lui, il dit, très intéressant, le secret, ça peut être une tentative de prolonger un peu l'ancien monde. Parce que tant que je l'ai pas dit, ça n'existe pas encore complètement. Donc en fait, le secret nous préserve aussi. Il nous préserve peut-être d'une réalité que nous ne voulons pas. Il nous préserve d'une illusion. Donc je trouve très intéressant ce qu'il dit. En gros, les secrets, ça demande de la délicatesse. Ça demande de la nuance. Ça demande en tout cas pas secret ou pas secret. Mais ça peut être très existentiel pour l'autre parce qu'au moment où je partage un secret, comme à mes parents avec mon frère, en fait, le monde de la trahison de mes parents existait. Avant, ils ne le savaient pas. Mais au moment où on leur a dit, et en fait, nous avons eu des réactions de mes parents. Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Est-ce que vous avez cru qu'on n'aurait pas accepté? Vous nous avez trahis. On vous a fait confiance. En fait, d'un seul coup, une nouvelle réalité existait pour mes parents et ça a engendré beaucoup d'échanges et de discussions. Mais tant qu'on l'avait pas dit, cette réalité n'existait pas. Donc le secret, parfois, est aussi un bon moyen de se protéger d'une réalité qu'on ne veut pas encore complètement intégrer. Et puis ça crée aussi quelque chose de privilégié entre toi et ton frère. Eh oui. Un lien un petit peu ludique de « ils savent pas ». Ils savent pas. Et en fait, nous deux, on sait. Et puis, en fait, je me suis dit, à ce moment-là, un secret à deux, en tout cas, ce secret-là à deux, était plutôt sympa à porter à deux. Oui. Parce que c'est vrai que ça nous liait. C'est vrai que lui, il avait le danger, moi, j'avais le danger. Donc, ça fait partie des secrets que peut-être en frères et sœurs de temps en temps. En tout cas, ce secret nous a plus rapprochés qu'il nous a divergés. Mais je me souviens que mon frère me disait quand même tous les soirs, t'es sûr que tu veux partir? Parce que si ça frappe à la porte, il faut que je fasse encore comme si je dormais. Donc il avait quand même une charge sur ses épaules, pendant que moi je faisais la fête, j'avoue. Moi, j'ai envie de te partager que pour les petits secrets, j'ai une spécificité, c'est que je suis très gaffeur. Et donc, moi, quand on me confie un petit secret, pas un truc lourd, mais il y a toujours une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de moi qui me dit « Ouh là là, il va falloir être hyper attentif à ne pas gaffer, à ne pas dire ça ». Et ça me met toujours à un endroit d'inconfort en me disant « T'es sûr que tu veux me dire un truc ?» Mais c'est marrant parce qu'en fait, ça me met une sorte de pression. Je me mets une pression en disant « Sois attentif, ne dis pas ça, ne gaffe pas. » Parce que j'ai toujours peur de trahir ce secret. Alors, je le fais pas. Enfin, je pense que quand c'est des secrets vraiment profonds, intenses, il doit y avoir un endroit de mon cerveau qui est dans une vigilance accrue. Et pour des petits secrets, je peux être très gaffeur. Donc, c'est pas toujours simple non plus pour celui qui reçoit, qui est dépositaire, de conserver, de protéger ce secret. Oui, oui. Et c'est pas la volonté de trahir, Non. c'est le fait d'être gaffeur et de pas tout de suite être dans la présence d'esprit de « Ouh là là, ça faut pas le dire Faut pas le dire et ça veut dire ça augmente une forme d'attention. » ». Et de charge Tout ce que mentale. tu dis, de charge mentale, ça je peux pas, tu vois. C'est ça, c'est pour ça que je me dis tout le temps, avant d'accepter d'être confident, faut bien se poser la question, est-ce que j'ai envie et suis-je vraiment en mesure de porter l'attention constante sur préserver ce secret? Et oui, Et c'est moi, ça. la réponse souvent, c'est non, s'il te plaît, ne le dis pas parce que je Ah vais oui. me mettre... ouais. Ah, donc ça veut dire si je veux te confier un secret, en cas de doute, tu vas me dire bah non Sabine, je pense que c'est pas une bonne idée. Oui, mais Et comme donc tu vas me rejeter avec mon acte de confiance que je veux te partager. Ah, c'est intéressant. pas forcément te rejeter, mais te dire attention, si tu me confies un secret, il y a un risque que je gaffe. Que ton secret devient public en gros. C'est un peu ça. D'ailleurs, moi j'aime bien dire que le secret n'existe pas à partir du moment où nous sommes deux à le connaître. C'est vrai. Je comprends que ça va bien dans ton monde. Sur la durée. Cela durait. Sur 3 jours, je peux tenir, mais
Sur 3 mois ou 3 ans, tu as un risque. D'accord. Donc, je te remercie beaucoup parce que je t'ai confié quand même beaucoup de secrets en travaillant sur le podcast. Je m'apprête à entendre les histoires autrement, Non, mais d'une certaine manière, peut-être ça fait partie de la vie aussi. Je peux pas, en confiant beaucoup de secrets à beaucoup de gens, partir sur le principe que tout le monde garde le secret. Parce que je pense que ça crée une forme de tension entre faire une gaffe et pas une gaffe, entre je le garde pour honorer ma collègue, mon ami, ma femme, mes enfants, et une tension quand même de se soulager aussi soi-même du secret. Parfois d'ailleurs, je pense qu'il y a des chaînes de secrets. C'est-à-dire un client me confie un secret sur quoi je dis chez moi, et c'est vrai, c'est totalement en confidentialité parce que j'ai l'obligation de coach et d'avocat. déontologique, ouais. Déontologique, donc chez moi, je dis c'est vraiment. Mais de temps en temps, je me demande quand même si je devrais pas le dire à mon superviseur, qui pour moi est déjà presque une trahison de secret. Or, je le garde dans la chaîne, Ouais. et donc je suis mieux quand je peux le confier à un superviseur aux États-Unis, parce que c'est loin, c'est dans une autre langue et il connaît personne. J'ai l'impression que c'est mieux gardé là-bas que le dire ici dans l'environnement professionnel dans lequel je œuvre. Et là, j'ai vraiment pris comme engagement une confidentialité absolue. Je sais que quand on me confie, j'en parle pas, Dans l'écosystème parisien, par exemple, ouais. par exemple. Des coachs. Alors, je vais quand même donner un exemple. Mais moi, ça a pu, par exemple, être une amie qui me dit « Ah, je vais demander à telle personne de faire ça pour moi, mais pour l'instant, tu lui dis rien. » Et évidemment, j'ai gaffé. Ah oui. Donc, c'est pas non plus, tu vois, Ouais. où ça peut être, surtout, tu dis pas que ce repas devient chez le traiteur, voilà, j'ai dit à tout le monde que j'allais cuisiner, mais j'aime pas cuisiner. Ouais. Voilà. Et à un moment donné, dans la soirée, je fais des bons ce traiteur. Donc, c'est pas non plus des secrets Non. d'État. Mais c'est vrai que ce genre de truc, à chaque fois, ça me met à l'embarras et ça me met une pression en disant surtout, tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Et j'ai presque une partie de mon cerveau qui est obnubilée, qui a une charge mentale constante de tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Il suffit qu'à un moment donné, on me raconte une blague et j'oublie ça et bam, ça sort. Ah bah oui, bah écoute, je pense que peut-être c'est ça aussi, que de temps en temps c'est pas si grave que ça. Peut-être l'autre apprend aussi que c'est pas si grave que ça et qu'en fait on se crée des secrets par moments inutiles qui sont la gêne de dire une réalité, la gêne de dire voilà je prétends avoir cuisiné, en fait c'est pas le cas. Peut-être c'est aussi à ce moment-là des invitations à assumer tout simplement des réalités qui sont peut-être des mini-secrets et qui sont encore une autre dimension de la famille et des secrets. Et puis, il y a des secrets qu'on préférait ne pas recevoir, on préférait ne pas être dépositaire. C'est tous les secrets, on en a parlé brièvement, mais tous les secrets lourds, les secrets souvent liés à l'intimité et à la famille, par exemple, qui peuvent être particulièrement difficiles, ne serait-ce qu'à entendre. Des secrets souvent liés à des crimes, hein. Je veux dire, effectivement, les viols, les tentatives d'assassinat ou autres, et puis évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'inceste et des abus. C'est parfois très douloureux, ne serait-ce qu'à entendre. Un monde relativement sombre et douloureux s'ouvre à celui ou celle à qui on confie ce secret, et c'est pas évident, ne serait-ce qu'à porter, et ne serait-ce qu'à accueillir, parce qu'on est dans une intensité d'humanité qui est peu commune. Oui, donc je pense que c'est vraiment une compétence très particulière de recevoir ce genre de secret et Thérapeutique, hein, quasi. quasi thérapeutique et souvent, en tout cas ce que j'ai vécu, ça révèle ou réveille des choses en moi que j'ai peut-être vécues aussi ou un peu vécues ou en tout cas vues. Et bien dans ce cas-là, il y a ce mélange aussi entre comment je reçois ce que l'autre dit et comment je me régule moi avec ma propre vie. Donc je pense que quand ce sont vraiment des secrets de ce genre de profondeur et d'intensité, ça demande presque une compétence professionnelle de les entendre. Mais n'empêche que souvent, les premiers à qui on les confie, c'est des amis. Oui. La réalité des amis, c'est quand même avant que je vais chez un thérapeute ou que je fais quelque chose, je trouve bien un ami à qui je peux commencer très doucement à dire voilà, je pense que c'est ça qui m'est arrivé ou voilà à quoi je pense. Ça veut dire qu'il faut aussi bien choisir les amis à qui nous confions ce type de secret parce que la réaction de ces amis peut être très impactante. L'accueil du secret ou au contraire la difficulté, le malaise à écouter, à entendre et l'inconfort palpable de comment je réagis peut être très déstabilisant ou désarçonnant. Donc il faut vraiment être attentif à qui je confie et sentir si l'autre est capable d'accueillir ou pas. Il faut pas oublier aussi que ce type de secret sclérose, c'est-à-dire que sur la durée, l'obligation de garder le silence sur un secret de famille peut être très lourd à porter pour celui qui a vécu l'histoire ou qui est dépositaire du secret. Donc c'est aussi important d'avoir un espace d'écoute professionnelle, donc un thérapeute notamment, ou une thérapeute, pour pouvoir travailler dessus. Il y a des secrets qui, à mon avis, quand c'est possible, après un certain âge, je dirais, dans l'enfance, l'adolescence,
L'ami peut être une première étape, mais le professionnel ou la professionnelle me semble important pour ce type de secret. Ouais, et ça, c'est vraiment tout cet, domaine très particulier. Si nous revenons aussi à des secrets au quotidien et de regarder, en fait, ce que le secret fait dans la relation. Parce que en fait, j'ai aussi remarqué que quand les personnes ou mes amis ou des collègues me confient des secrets, en fait, je me rends compte aussi que je ne connais pas vraiment les personnes en face. Parce qu'en fait, le secret est une sorte de frontière entre la vie intérieure et extérieure. Et parfois, je suis totalement surprise d'entendre un secret que j'aurais jamais imaginé. J'avais bien une idée de quelqu'un qui était une amie très joyeuse, très entreprenante, toujours prête à faire la fête. Et quand elle m'a juste confié à un moment, oui, mais en fait, dans mon couple, ça va pas si bien que ça. Je m'inquiète pour mes enfants. Je sais pas si c'est la bonne voie que je prends. En fait, je me suis dit, fondamentalement, nous connaissons même pas nos amis vraiment, parce que soit je la voyais dans un monde de joie et de pragmatisme et tout va bien, et quand j'entends ce qu'elle me confie, en fait, ça rechange complètement l'image de j'ai quelqu'un. Et peut-être ça m'a appris aussi de dire, vaut mieux d'accepter qu'il y a une part mystérieuse chez l'autre que nous connaissons jamais. Ça peut venir par un secret, ça peut venir par une confidence, ça peut venir par un comportement, mais entre ce que nous pensons connaître de l'autre et qui parfois est caché dans le non-dit, c'est peut-être intéressant de garder en tête et peut-être de temps en temps créer un lien ou une atmosphère relationnelle où on va plus vers est-ce qu'il y a des choses que tu m'as jamais partagées ou voilà, moi je peux te partager ça, qui amplifie et approfondir la relation que nous avons aussi avec nos amis et parfois avec nos enfants aussi. En sachant que ça va changer la nature de la relation, d'être dans ce degré de confidence. C'est intéressant ce que tu disais précédemment, c'est qu'au fond, et ça m'arrive aussi, de projeter sur les autres des réalités que je pense évidentes, c'est-à-dire, ah bah lui ou elle est forcément comme ci ou comme ça. Et c'est vrai que le secret vient ajuster. C'est un peu comme si un rideau de projection tombait d'un Oui. coup et que je voyais le vrai visage ou une partie seulement du vrai visage de l'autre. Donc c'est intéressant parce que je trouve que ça nous met un endroit d'humanité aussi. C'est-à-dire je projette une réussite sociale, une confiance ou par exemple un succès ou un bonheur, etc. Et en réalité, le secret de l'autre me permet de le voir, de changer mes lunettes, Oui. de les nettoyer au fond et de voir son humanité, ses zones d'ombre, ses zones de doute, ses zones de vulnérabilité, tout un tas de choses que je n'imagine pas ou que j'oublie d'imaginer, que je mets de côté parce que je projette du positif ou à l'inverse du négatif. Et je peux effectivement être agréablement surpris, mais parfois aussi stupéfait parce que le secret révèle réellement. Parce que pour moi, il y a à la fois l'information, l'impact de l'information révélée dans le secret, et puis il y a également le changement relationnel que ça induit. C'est intéressant, il y a les deux niveaux. Et il y a même un troisième niveau, c'est ça éclaire, je trouve, l'intensité de la confidence peut éclairer une part d'humanité qui est entre nous, Mmh. et presque spirituel, c'est-à-dire qu'on est à un autre degré, on est à un autre niveau. On arrive à un endroit d'authenticité qui est peu commun, parce qu'il y a les barrières sociales, et se confier des secrets, c'est aussi aller dans un degré d'intensité relationnelle et de montrer que je parle à un autre humain, dans mon authenticité et avec tout ce que ça implique, et j'accepte d'être à nu, symboliquement, en révélant ce secret. Oui, et ça veut aussi dire que nous pouvons partir sur le principe qu'il y a toujours une partie de mystérieux de l'autre, que nous pouvons pas jamais être complètement transparents. Je pense que c'est Edgar Morin qui disait c'est une illusion de croire que nous sommes complètement transparents. Comme je disais moi-même, je l'ai dit à mes thérapeutes et à mes superviseurs, je pense qu'il y a des choses en moi que je confierais même pas à mon thérapeute. Donc il y a des choses qui sont tellement à l'intérieur de moi que je sais et que je pense, je leur ai déjà dit, il y a des choses que je vais même pas confier à vous. Donc c'est peut-être aussi apprendre qu'est-ce qui est vraiment tellement intime que personne dans le monde va jamais le connaître. C'est intéressant de se dire, il y a une partie de moi que personne va connaître. C'est à moi, c'est la mienne et je la partagerai pas. Et partir sur le principe quand je rencontre mes amis, mes clients, mes enfants, toujours partir sur le principe qu'il y a une part d'elle-même qui se révèle pas ou qui se dit pas encore. Et voir mes enfants, quand je vois Lucas et Jonathan et je les rencontre après plusieurs semaines en me disant qu'est-ce qu'ils me disent et quelle est la partie qu'ils osent pas me dire, qui reste un peu secret, je trouve que ça me rend beaucoup plus curieux, beaucoup plus doux dans mon questionnement et beaucoup plus à leur écoute
si j'intègre qu'il y a bien une partie qui n'est pas encore dit, qu'ils ont bien leurs propres secrets et aussi autant que maman d'être content qu'ils ont leurs propres secrets. Moi, je pense que le quotidien m'a appris, autant que mère, j'aurais aimé de tout savoir de mes enfants. Vraiment, il y avait des moments où je disais, oh, les enfants je dois être la confidente de mes enfants. Ça sera bien si j'ai une relation qu'ils me disent tout. Maintenant, aujourd'hui, ils ont 26 et 28 ans. Déjà, ils ont beaucoup de secrets, c'est normal. Mais quelque part, je considère aujourd'hui, c'est un facteur de maturité, qu'ils savent garder des choses pour eux ou pas. Et finalement, c'est une illusion de croire qu'on dit tout à sa mère. Ça, j'ai appris aussi. Mais finalement, ça me rend beaucoup plus curieux à leur égard en disant comment ils font, c'est quoi leur secret, aussi de régler des choses qu'ils doivent inventer. Donc, je trouve que ça crée une relation beaucoup plus intéressante et réciproque que partir sur le principe Lucas est ceci ou Jonathan est cela. Donc, j'essaye de l'appliquer partout et moi, j'ai remarqué que j'oublie cette posture-là quand je suis très, très fatiguée ou quand j'ai écouté les gens toute la journée. En fait, j'avoue, quand j'ai fait une journée d'écoute, le soir même, parfois je me dis, je pourrais peut-être m'écouter moi et de temps en temps, je n'ai plus la capacité d'écouter encore un secret, une révélation, une confidentialité, parce que tout simplement, c'est comme si ma chambre de secrets, comme dirait Harry Potter, est full. Et quelqu'un qui commence à me dire, je veux vous dire quelque chose que personne ne sait, je sais jamais comment réagir. Est-ce que je l'encourage encore de me le dire en disant, là, ça va déborder? Et parfois, je dis, écoutez, peut-être ça sera vraiment important la prochaine fois. Je serai peut-être un peu plus présent pour vraiment écouter ce que vous avez à dire, parce que là, ça fait 8 heures que j'écoute et je sais pas si je peux écouter comme vous le souhaitez. Je crois que cette notion de secret nous met dans une posture d'attention, de nuance et de curiosité. Ça veut dire aussi que, au-delà de l'information à transmettre dans le secret, pour celui qui est détenteur du secret, il y a aussi la question du bon moment. Ah oui. La confidence, enfin le partage de ce secret doit se faire dans un bon moment. Ça se fait pas dans un ascenseur, alors qu'on va bientôt arriver à destination. Ça se fait pas dans un train où on est entouré de monde. Ça se fait dans un endroit relativement clos, feutré, tranquille, et où il n'y a pas d'urgence temporelle, où on peut prendre ce temps de déplier ce qui est à partager. Oui, et il y a aussi, je sais pas si tu l'as vu ou expérimenté, mais j'ai aussi des gens où j'arrive à la fin d'une conversation d'un dîner et d'un seul coup, Oui, je dis ça, balance un oui. secret. Si tu le sais pas encore, mais faut pas que tu le dises, par exemple, mais on prépare une super fête pour un tel. Alors ça, par exemple, je vais gaffer. Ah oui, ça tu vas gaffer. Tu vois ce que je veux dire? Ou je te l'ai pas encore dit, mais sache qu'un tel va donner sa démission. Donc je suis totalement consternée, je sais pas du tout quoi faire avec l'information et elle arrive à la dernière minute où moi dans mon esprit, je suis déjà dans le moment de la gratitude en disant «Ah, c'était un bon moment» et là il y a quelqu'un qui me dévoile une information. Toi tu vas gaffer, moi je sais pas quoi en faire en fait. Enfin, la première, je vais gaffer, la deuxième, je vais être attentif. Mais précipitamment, il y a aussi Oui. une urgence à partager, comme si parce que c'était la fin de la session ou la fin du moment partagé, bah, il faut que je lui balance avant la fin. Ça, c'est pour moi ce que j'appelle une quasi-prise d'otage, Oui. tu vois? Et ça, c'est pas agréable. Non, c'est vraiment pas agréable parce que ma posture professionnelle pourrait dire qu'est-ce qui fait que vous me le dites à la dernière minute maintenant qu'on peut rien faire. Mais Sabine elle-même qui reçoit doit juste gérer la situation d'une confidence, d'une information dit secrète. Et ben parfois je dis bah écoute merci. Je sais pas quoi dire d'autre ni quoi faire et je m'observe de temps en temps pour savoir si je l'oublie pas en fait, ou si ça reste quelque part, dans mon nuage mental ou même dans mon nuage de cœur. Parce que quelqu'un qui me dit: «Écoute, tu le sais pas encore, mais ta meilleure amie va bientôt, donner sa démission», je veux dire, c'est pas non plus une information, facile, en tout cas pour moi à gérer. Alors, je te propose maintenant de passer aux questions que nous pourrions poser aux auditrices et aux auditeurs. Est-ce qu'il y en a une qui te taraude? Oui, peut-être, c'est vraiment faire une sorte de jeu avec soi-même. Déjà, qui sont les gens qui me confient des secrets déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui me confient des secrets? Et si c'est le cas, d'être content de cette preuve de confiance et de dignité et de s'enrichir personnellement en disant a priori, pour mes amis, pour mes collègues, pour mes clients, peu importe, je suis une personne digne de confiance. Donc, je trouve que ça, c'est une question très intéressante et peut-être se poser la question pour soi-même, quel est un secret que je porte en moi que je ne dévoilerai jamais?
peut-être même pas à moi. Donc, c'est vraiment un secret qui est vraiment très profond en moi, Identitaire presque. identitaire et qui fait qui je suis, mais qui, quelque part, le terreau, la source aussi de qui je suis devenue et que c'est peut-être intéressant de se dire, oui, j'ai un secret et pas tout le monde va tout connaître de moi. Peut-être c'est intéressant de faire une semaine de, voyons voir, vous me connaissez pas vraiment. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être un jeu. Et si vous l'écrivez quelque part, que ce soit dans un carnet à secret bien planqué. Oui, c'est ça. Et pas via SMS et autre chose. Alors moi j'aurais 2 questions. Y a-t-il un secret que vous portez depuis longtemps et qui vous pèse davantage qu'il ne vous protège? Et une autre, avez-vous déjà regretté d'avoir été choisi comme confident d'un secret et qu'est-ce que ce regret vous a appris sur vos propres limites? Alors, ce que j'adore, David, nous sommes très Complément- complémentaires dans nos questionnements. Moi, je vais toujours aller favoriser un peu de légèreté à la fin et je trouve que tu remets toujours la profondeur et l'intensité et La c'est bien. lourdeur peut-être. Non, je dirais pas la je dirais pas la lourdeur, mais moi, j'imagine nos auditeurs et nos auditrices, au moins, ils ont le choix. Peuvent vraiment regarder plutôt dans ce côté ou dans ce côté-là et c'est pour ça, d'ailleurs, je trouve que ça marche très bien sur les épisodes du quotidien. Alors je propose une citation de Khalil Gibran que j'aime beaucoup, qui est un poète turc je crois. Si tu confies au vent tes secrets, ne te plains pas s'il les révèle aux arbres. Oui. Rien de mieux que ça. D'ailleurs, juste pour finir, c'est vrai avec cette situation, je me rends compte que je confie souvent mes secrets à l'océan, en fait. Quand je me balade à la plage, c'est je parle à l'océan et c'est comme si je confie mes secrets à l'océan et évidemment pour tous ceux et celles qui me connaissent, à ma chienne Nina, elle doit être une dépositaire de secrets énormes parce qu'en fait, je suis sûre qu'elle reçoit et qu'elle écoute et qu'elle commence pas à discuter. Donc parfois, peut-être le secret à dire, c'est aussi trouver quelqu'un qui juste l'accueille et qu'il n'y a pas de discussion. Mais j'adore cette situation. Tu peux peut-être nous la relire et on va clôturer là-dessus. Juste avant, en fait, de relire Oui. cette citation, j'ai une question, Sabine. Une fois, tu m'avais confié dans un épisode que, en nageant très tôt le matin dans la mer, dans l'océan, tu avais croisé un phoque qui était venu et vous étiez regardé avec une intensité, un moment un peu suspendu. Est-ce que tu as eu l'élan de lui confier un secret à ce phoque? Alors, le phoque lui-même était le secret pour moi. Je pense qu'il venait des profondeurs. C'était un moment les plus riches de ma vie, en fait, dans l'océan. Non, je n'ai pas eu le temps de lui confier un secret, mais je pense que lui-même était un secret qui s'est dévoilé à ce moment-là à moi, et donc j'ai pu le voir. C'était parfait. Un moment hors du temps. Alors, je répète la citation de Khalil Gibran. Si tu confies au vent tes secrets, ne te plains pas s'il les révèle aux arbres. Bah écoute, Finissons sur cette note oui, poétique. génial. Merci David. Merci Sabine. Sabine & Co. Rejoignez l'aventure Joy and Business autour de cette série de podcasts.